Septième leçon inaugurale du cours Transformation du travail et numérique. J'aborderai le thème suivant, de la gouvernementalisation de nos sociétés, généalogie d'une citoyenneté par l'entreprise et le management. Petite réflexion en déambulant sur le forum d'Athènes sous un soleil de plomb. 14 heures, le 27 juillet 2024. Par une belle journée de canicule athénienne, je parcours les ruines du forum posé au pied de l'acropole. Ma peau sent la chaleur du soleil se poser sur elle comme un souffle brûlant. La lumière tout autour de moi est trop crue, trop blanche, trop plongeante pour de belles photos. Au fil de mes pas, une petite bouteille d'eau chaude dans la main, je cherche un peu d'ombre. J'en trouve enfin à proximité de deux statues représentant la rencontre fictive entre Socrate et Confucius. Drôle d'idée. À l'heure où les investissements chinois sont plus importants que jamais en Grèce, le forum garde visiblement toute sa portée politique. Le regard posé sur cette dentelure du passé, j'essaye d'imaginer les conversations, les rencontres et toute la vie sociale de ce grand plateau. J'entends d'ici les débats au cœur de la Boulay, de l'Hélier et un peu plus loin sur la colline du Pnyx, de l'Ecclésia. Mais comment le peuple d'Athènes jugeait-il un système excluant le plus grand nombre de la représentation politique? Comment vivait-il cette société mise en place par Solon puis Clisthène? Se révoltait-il contre ce cadre politique où le hasard était central? L'accès à la parole publique pour tous, disait Goria, et le principe d'une certaine égalité devant la loi athénienne, l'isonomia, compensait-il le sentiment d'agacement et d'injustice probablement ressenti par beaucoup? L'espace de la magistrature, accédé par l'élection ou le tirage au sort, offre-t-il un espoir pour les plus ambitieux des non-éligibles aux fonctions représentatives de la cité? Dans ces allées, tout autour de ces bâtiments incarnant la cité, je devine les jeux de pouvoir et les stratégies d'influence. De mon banc, je vois de nombreux fantômes argumenter sur les périphéries des espaces démocratiques. Des artisans, des marchands, des tragédiens d'un jour, des étrangers, des femmes, peut-être même parfois des esclaves. J'imagine les cris, les altercations, les propos chuchotés. Quels effets avaient ces procédures politiques sur les décisions, leur rythme, les opportunités et la pertinence des choix retenus? Comment se formait une volonté générale? Que pouvait exprimer la constitution d'une majorité dans ces assemblées? De toutes ces images venant s'imprimer en moi, peu évoquent alors l'activité entrepreneuriale et la sphère économique. Celles-ci sont mineures, éphémères et elles aussi périphériques. La conversation démocratique est portée par les questions de la cité elle-même et les instances intégrées à son seul organisme. Pas de Compagnie des Indes, pas d'Engie ou de Nike, pas de collectif d'entrepreneurs, pas de tiers-lieux, pas de plateforme numérique, et pas encore de problème pour articuler des assemblées distantes sur ce territoire d'Athènes et de l'Attique pouvant être parcouru à pied. La démocratie est probablement le plus hellénique de tous nos héritages politiques. Expérimentée tout particulièrement à Athènes, elle nourrit aujourd'hui encore les pratiques, les imaginaires et les controverses de nos sociétés. Quelle base citoyenne pour le vote? Comment mettre en place un processus électoral? Comment déléguer et contrôler le pouvoir politique? Ces questionnements remontent au fondement même de la cité grecque. La démocratie repose alors fortement sur la recherche des plus sages. Le principe du tirage au sort et le vote à main levée. Cependant, le développement ultérieur de l'empire macédonien, puis celui d'autres empires, ont été l'occasion d'expérimenter de nouvelles questions et de nouvelles pratiques, au fur et à mesure des changements d'échelle, de la pluralité et de dimension à l'œuvre dans le débat et la décision démocratique. Plus récemment, au XVIIIe siècle, le développement d'empires économiques autonomes
de véritables petites républiques entrepreneuriales, alliaient de plus en plus la démocratie au développement des entreprises. Ces entités ont contribué à la genèse d'une véritable figure du citoyen et, plus généralement, à une gouvernementalisation de nos sociétés. Dans son projet de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Emmanuel Sieyès évoque pour la première fois cette idée et ce processus, notamment dans cet extrait éclairant. Tous peuvent jouir des avantages de la société, mais ceux-là seuls qui contribuent à l'établissement public sont comme les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale. Eux seuls sont les véritables citoyens actifs, les véritables membres de l'association. Texte lu les 20 et 21 juillet au comité de constitution. Au-delà des personnes, l'enjeu du processus démocratique a évolué progressivement dans la nature des activités qu'il recoupe. D'abord indissociable des problèmes et débats de la cité et de ses politiques publiques, les processus démocratiques ont été de plus en plus portés, incarnés, renouvelés par le développement des entreprises. Devant intégrer un actionnariat à leur gouvernement, ces entités induisaient des questions nouvelles. Les faiseurs d'affaires n'étaient plus les financeurs. Le changement d'échelle et le développement d'affaires transnationales impliquaient des problématiques de contrôle nouveaux du principal vers l'agent. Les entreprises ont transformé également la question des décideurs, plus divers, plus nombreux, plus hétérogènes dans leurs attentes et leurs intérêts. Dans le cadre de cette leçon inaugurale, je reviendrai sur l'histoire croisée de la démocratie, du gouvernement de l'entreprise et plus récemment du management. Après avoir évoqué le rôle du trust dans l'avènement d'une citoyenneté active du XVIIIe au XIXe siècle, j'aborderai la question de l'expertise, du mandat managérial et ses prolongements législatifs et géopolitiques. J'achèverai ensuite cette réflexion par une analyse de la gouvernementalisation de nos sociétés dans un monde ouvert. Comment repenser démocratie représentative et participative à l'heure où les citoyennetés n'ont plus de lieu d'où s'exprimer? Avant la révolution industrielle, avant également la période des Lumières, le Moyen Âge a été un moment fertile pour la formation d'entités proto-industrielles et l'émergence de modalités nouvelles pour les processus démocratiques. Les chartes médiévales spécifiaient droits et privilèges des corporations ainsi que leurs devoirs vis-à-vis de la couronne. Elles commencèrent ensuite à se faire plus précises quant à certains points d'organisation interne, instances d'arbitrage en leur sein, conditions d'entrée ou encore mode de nomination des grands maîtres et jurés. Dans des sociétés occidentales profondément religieuses, elles l'ont fait de façon poreuse avec les ordres monastiques et leurs enjeux théologiques. Les cisterciens, les dominicains, les franciscains ont eux aussi été confrontés à des questions d'organisation et de gouvernance sur un temps long. Ils ont exercé un pouvoir au-delà de leurs seuls membres, sur des territoires parfois très vastes. À la même époque, la logique de trust a également fait son apparition. Pendant le Moyen Âge, les croisades ont été des périodes d'absence longue des seigneurs. Cet éloignement ne devait cependant pas correspondre à une vacance de décision. On imagine alors un système où un tiers prend en charge l'administration des biens sans en avoir pour autant la propriété. Ce tiers de confiance s'inscrit au cœur d'une relation triangulaire où le mandataire du trust, le settler, demande à un mandaté, le trustee, d'assurer la gestion et la pérennité des ressources laissées derrière lui au bénéfice de personnes pouvant acquérir des parts de propriété fiduciaire sur le ou les biens impliqués. Dans ce contexte où les parties prenantes n'ont pas de liens familiaux ou affectifs particuliers, le trust est un mécanisme assurant la mise en confiance de chacun, mandaté, mandataire et bénéficiaire. En arrière-plan, le système juridique de l'État
définit et préserve un espace de recours et d'arbitrage en cas de litige entre les participants au trust. Cette évolution, à la fois dans les pratiques et les imaginaires, rompait avec des usages séculaires. Mais le grand tournant dans la gouvernementalisation des liens sociaux est venu vraisemblablement avec le XVIIIe siècle. La monarchie absolue montrait alors ses limites, voire son essoufflement. Les idées de réforme, voire de révolution, commençaient à fuser. En Europe, et depuis peu aux États-Unis, on expérimentait des idées et des pratiques politiques nouvelles. Simultanément, la révolution industrielle prenait son essor, d'abord en Angleterre au XVIIIe siècle, avant d'être présente dans d'autres États européens au cours du XIXe siècle. La firme succédait sur un temps long aux compagnats de la Renaissance et aux manufactures de la période prémoderne. Elle se dotait progressivement d'une personnalité morale et d'une architecture de responsabilité basée sur la structure en commandite, inspirée directement par la logique du trust. Ainsi, de petites républiques entrepreneuriales, comme la East India Company dès le XVIIe ou la Compagnie française des Indes orientales, ou encore avant elle la Banque de Saint-Georges, atteignaient des échelles et des niveaux de développement inégalés. In fine, ces changements dans la nature même de l'activité économique renouvelèrent la question des décisions et de leurs participants légitimes. Dans le même mouvement, des municipalités, des ensembles régionaux, des États ont fait évoluer plus ou moins radicalement la question de leur système de décision politique vers des formes de monarchie démocratique. Les continuités entre ces deux évolutions sont particulièrement surprenantes. Les membres des comités de municipalité ont parfois été les mêmes que ceux associés au conseil d'entreprise. En raison de cette interpénétration, les idées de bonne gouvernance des uns ont voyagé fluidement vers les autres, en particulier de l'entreprise à l'État. Les techniques de scrutin, notamment les boîtes à ballottes, s'exportaient ainsi du monde entrepreneurial au monde communal ou étatique. On débattait, dans les deux cas, à partir de votes par tête, ou en fonction des parts de chacun, notamment à la Virginia Company ou à la Somers Isles Company. Surtout à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, en particulier dans les pays anglo-saxons, les ballots corporatifs se sont développés et ont favorisé l'adoption de la pratique du vote par bulletin secret dans les élections fédérales nord-américaines. Par l'entreprise du XVIIIe siècle et bien au-delà, les actionnaires ont commencé à financer la croissance économique. Ce tribut civique, pour reprendre le terme de Sieyès, leur donnait le droit d'être associés aux décisions, de prendre part aux bénéfices, et les obligeait à assumer une partie des risques et des pertes, en fonction du montage juridique. Dans la même logique, on s'attachait de plus en plus à une forme de citoyenneté actionnaire. Locke, d'Argenson, puis Sieyès, ont ouvert la voie à un État-entreprise où chacun peut endosser un rôle plus ou moins volontaire, plus ou moins contributeur à l'effort d'investissement, lui donnant alors une place dans la République. Bien sûr, un élitisme certain restait présent et prédominant. La plupart des propositions politiques, influencées par les physiocrates, valorisaient les propriétaires terriens, supposés plus disponibles pour la pensée politique, davantage ancrés dans les territoires dont les intérêts doivent être à préserver, souvent plus éduqués. Ils étaient jugés mieux à même d'être associés aux différents niveaux de conseil ou à l'occupation de charges au service de l'État. Sur un temps long, se mettaient en place les principes et les pratiques d'une gouvernance de l'entreprise systématisée par la massification et la globalisation des marchés et le développement des acteurs de leur régulation. Une partie de l'événement démocratique exprimé par les entreprises aurait alors pu induire des transformations sociétales profondes. C'est le cas notamment de la participation des femmes au processus de vote. À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, la féminisation du capital était élevée. Les femmes représentaient ainsi
17% des actionnaires de la Banque d'Angleterre en 1694, 11% pour la East India Company en 1709 et la même année 21% pour la South Sea Company. Cependant, leur présence restait exceptionnelle dans les assemblées générales, où elles étaient le plus souvent représentées par leur mari, ou pour les plus indépendantes, notamment les veuves, par procuration. Sur le temps long des Lumières, puis de la Révolution industrielle, la plupart des sociétés occidentales se sont éloignées plus que jamais de la démocratie athénienne et de sa part d'aléatoire. Elles ont évolué vers un régime plus représentatif et méritocratique. La sélection des personnes pour leurs compétences et la recherche d'une représentativité a remplacé la quête des plus sages et des plus illustres. Le gouvernement de l'État et celui de la firme ont convergé autour d'un même souci de bonne gestion ou de bonne administration des biens publics. La gouvernementalisation a fait rompre avec l'idée d'un centre unique à la légitimité posée du dehors de façon transcendantale. Plus de forums clairement localisés ou de sommets éternels, évidents et visibles de la pyramide. La société contemporaine a radicalisé ces transformations en abritant désormais des organismes multiples dont l'événement constitue provisoirement des tout. L'entreprise-État s'agrège et s'articule autour d'organismes périphériques, UE, ONU, OTAN, notamment pour la France. Les citoyens actifs, contributeurs à l'investissement, viennent d'espaces parfois lointains, Chine, États-Unis, Russie, Japon, etc., et posent ou retirent leurs capitaux de façon opportuniste en fonction de calculs économiques et géopolitiques très éloignés de la vision de Sieyès. Et les compagnies sont aujourd'hui des assemblages juridiques, financiers, sociaux, techniques, multicentriques, bien loin des entités pensées par Locke, d'Argenson ou Sieyès. Paradoxalement, cela n'est pas incompatible avec une concentration du capital et des situations de quasi-monopole dans de nombreux secteurs, confère le cas de Google pour les moteurs d'accès à l'information. Le travail indépendant, la pluriactivité, les espaces collaboratifs, les plateformes ou encore le management par projet et les processus open source nécessitent plus que jamais de repenser les modalités de la démocratie de et par l'entreprise de façon plus ouverte, fluide et continue. De leur côté, les élites ont su cependant faire évoluer leur mode de production et de reproduction pour rester centrales dans tous les processus d'expertise et de financement du capitalisme contemporain. Le rêve paressien d'une circulation des élites est encore aujourd'hui un vœu pieux. Au-delà de la gouvernance des entreprises, l'évolution des démocraties occidentales en général doit aussi beaucoup à un autre devenir, celui du management. Originellement, le phénomène managérial est ancien et indissociable d'une domesticité et de son administration. Et il concerne ainsi initialement les femmes et toutes les personnes impliquées dans l'entretien et la gestion du domaine. L'étymologie du mot management, complexe, est indissociable du ménager ou ménagement francophone, supposant un effort parcimonieux et économe dans la logique d'administration du domaine. Le management est aussi lié au latin manus, à la main et l'action de tenir fermement l'évolution de quelque chose. La racine italienne maneggiare, signifiant faire tourner ou contrôler avec la main. Force est cependant de constater que la diffusion massive du vocabulaire de management et de manager ne se fera pas avant l'immédiat après-Seconde Guerre mondiale dans les pays anglophones, puis francophones. En 1941, James Burnham remarque le développement d'une classe managériale dans son livre Managerial Revolution. Après un capitalisme centré sur des propriétaires en lien direct avec leurs affaires, après les prolétaires cédant leur force de travail, un nouvel acteur devient central dans le devenir du capitalisme, les managers. Une mutation politique profonde intervient avec l'arrivée de cette figure inédite. Les managers
sont au cœur des processus de contrôle des appareils capitalistiques, de plus en plus complexes, techniques et distribués. Avec le développement du management, le travail et ses modes d'organisation sont désormais pensés et optimisés de l'extérieur. L'activité managériale même, de comptabilité, de consolidation, de suivi, d'incitation, d'animation, de programmation, de coordination, se spécialise. Elle suppose des experts, des compétences, des normes et le recours à des techniques de plus en plus institutionnalisées par des acteurs extérieurs, jouant en quelque sorte le rôle de certificateurs. Les écoles de commerce, dites business school, après la Seconde Guerre mondiale, les cabinets de conseil en management et plus récemment les grands acteurs des infrastructures et techniques numériques. Une partie de la question démocratique se déplace alors du côté des processus institutionnels à l'œuvre dans les business schools, les cabinets de conseil et les grands acteurs du numérique. Dans cette histoire, les managers n'incarnent pas seulement une dimension ou une partie prenante de plus pour les trusts, les commissions, les mandats façonnés lors des XVIIIe et XIXe siècles. Ils sont également au cœur d'une forme de démocratie plus directe et plus participative, complétant les processus de trust ainsi que les excès du management scientifique. Paradoxalement, cette pensée du dehors sur le travail a rapidement induit des questions de participation aux procédures de travail. Dans le monde artisanal et le monde manufacturier précédent, le management scientifique, la question de la participation était tout simplement incongrue. On ne participe pas à l'élaboration d'une procédure de travail dont on est l'acteur principal et autonome à chaque instant. La question de la participation et d'une démocratie participative se pose précisément à partir du moment où une force du dehors vient vous déposséder de votre expertise. Elle devient évidente et nécessaire dès que l'ouvrier subit l'activité de travail et donc qu'une possibilité de créativité ou de performance est associée à une possible réappropriation. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la mobilisation industrielle américaine a fortement illustré cette idée. Alors que le management scientifique était fortement contesté dans les industries majeures des États-Unis, la nécessité de recruter et de rendre opérationnelles rapidement des personnes sans qualification et sans routine de travail, les femmes, les minorités, les handicapés, etc., afin de remplacer les boys au combat, a rendu plus légitime que jamais le taylorisme. Avec le management scientifique, pas besoin de qualification particulière. Tout est prépensé par une technocratie. Les Navy Yard américains ont parfaitement incarné cette tendance de 1942 à 1945. Au pic de la mobilisation, environ 7000 femmes et plusieurs milliers de personnes issues de minorités travaillaient chaque matin sur le site du Brooklyn Navy Yard. Plus largement, des millions de femmes ont été recrutées dans l'industrie américaine entre 1941 et 1945, alimentant l'image de Rosie the Riveter. Cependant, des pratiques de participation et d'association des ouvriers à l'amélioration des procédures ont également rapidement été mises en place et expérimentées à une échelle massive sur la même période. Il s'agissait à la fois de redonner une possibilité d'expression aux ouvriers et de laisser une place à l'innovation organisationnelle dans un contexte où l'adversité des forces de l'Axe, mais également la concurrence interne aux États-Unis, était particulièrement intense et existentielle. Les pratiques de consultation, les cercles de qualité, la méthode Kanban et les autres approches diffusées d'abord par les Américains puis les Japonais dans la période d'après-guerre s'inscrivent paradoxalement dans le prolongement de la procéduralisation et du changement d'échelle des méthodes de production. Si Sieyès redoutait la dissolution de toute volonté générale dans la démocratie directe et ses débats, le management comme accompagnement direct d'un processus productif déplace le risque vers une perte d'efficacité de l'activité collective. Paradoxalement, il incite à une participation directe et continue de tous ces acteurs. Chacun et chacune est susceptible d'être porteur d'une bonne idée
Et les bonnes idées peuvent venir de n'importe où. Sur ce chemin, le sens perdu du travail peut parfois être retrouvé, voire révélé. Au-delà de la sphère productive, le management a également contribué à une transformation institutionnelle profonde des pouvoirs exécutifs et législatifs à l'échelle fédérale américaine. À l'approche de la guerre, Franklin Delano Roosevelt cherchait à réformer l'État américain. Son idée était de doter l'exécutif d'une véritable administration. Il a convoqué notamment le Brownlow Committee entre 1936 et 1938 pour faire des propositions en ce sens, avant des allers-retours compliqués entre le Sénat et la Maison-Blanche. Le texte final a été validé en 1939 avec le Reorganization Act. Son projet était de recruter et d'organiser massivement des managers pour impulser, programmer et coordonner les politiques publiques américaines. D'une dizaine de personnes basées essentiellement à Washington avant la guerre, l'administration américaine est alors passée à plus de 200 000 employés au cœur de la Seconde Guerre mondiale. La démocratie américaine suit alors fortement la tendance des entreprises. Légitimée par le keynésianisme et le souci nouveau de réguler les économies, le management administratif, ses techniques, ses pratiques, ses acteurs, deviennent un élément central des politiques publiques américaines. Si le Sénat a pu résister un temps, comprenant sans doute le risque d'une perte de pouvoir avec cette technicisation de la politique, il cède dans un contexte où, à l'approche de la guerre, toute résistance à l'exécutif et son renforcement devient de plus en plus anti-patriotique. L'équilibre des pouvoirs, l'autonomie du pouvoir présidentiel et de son administration, les modalités de dialogue entre le législatif et la Maison-Blanche sont subtilement modifiées par la refonte de l'Executive Office of the President. Plus récemment, le travail et ses modes d'organisation ont connu des mutations radicales, en particulier depuis les années 90. Les changements géopolitiques, chute du mur de Berlin, puis terrorisme mondialisé, le développement des infrastructures numériques à l'échelle planétaire, la mondialisation des marchés financiers et la financiarisation des stratégies, l'émergence d'un travail mobile et du télétravail, la plateformisation des entreprises et des modes d'organisation de la consommation et du travail, l'évidence des limites planétaires et la crise de l'Anthropocène, les catastrophes sanitaires, la naissance et la prolifération d'acteurs non étatiques au cœur des conflits et régulations internationales. Toutes ces tendances, explorées pour partie dans les leçons TTN précédentes, ont plus que jamais constellé l'organisation des États comme celle des entités économiques. Dans un contexte où le travail n'est plus un lieu, où plus que jamais il est continuellement déplacé, la démocratie n'est plus et ne peut plus être un forum, une agora ou une assemblée pleinement territorialisée. Elle peine également à prendre la forme de comités enchâssés et hiérarchisés du local au national. La collégialité des décisions est difficile, voire impossible à aérer par tiers ou renouvellement régulier. Et les modes d'articulation entre démocratie représentative et participative sont eux aussi de plus en plus problématiques. Le cas du travail contemporain et de ses spatialisations l'illustre bien. Les lieux où l'on travaille sont aujourd'hui le plus souvent dissociés de ceux où l'on vit. Parfois, ils sont très différents, à plusieurs centaines de kilomètres. Clara, consultante en cybersécurité, travaille à Paris et vit à Lyon. 2 jours par semaine, elle télétravaille de Lyon. Chaz, un nomade digital anglais, passe plusieurs mois, euh, par- euh, passe plusieurs mois en Thaïlande avant d'aller au Vietnam, et ses principaux clients sont basés à New York, Londres ou Shanghai. Pierre, un designer installé dans la Creuse, mobilise des calculateurs très consommateurs en énergie à Delhi pour proposer ses services à des entreprises localisées au Canada et en Asie. Où chacun peut-il et doit-il légitimement voter?
Clara dispose d'une carte électorale territorialisée dans la capitale des Gaules. Pourtant, ses décisions, son expérience, ses connaissances, les projets qu'elle impacte, en feraient aussi une très bonne citoyenne parisienne. Chaz, le nomade digital, n'est pas de nationalité thaïlandaise. Il n'a pas non plus la nationalité des 9 pays asiatiques dans lesquels il va successivement s'installer pendant 5 ans. Il ne sait plus grand-chose de l'actualité et des problématiques de son pays d'origine. D'ailleurs, il n'exercera plus son droit de vote pendant ces années de vadrouille, même par procuration. Et Pierre, le designer, n'aura jamais connaissance des enjeux politiques de politique publique liés aux effets indirects en Inde de son activité domiciliée dans la Creuse. De la même façon, les nouveaux collectifs de travailleurs recrutés par des plateformes renouvellent les questions de démocratie représentative ou participative. Rarement salariés, cela change dans certains pays, seulement de passage, anonymisés, souvent exploités, en particulier les travailleurs du clic, avec peu de possibilités pour se fédérer, même si les syndicats et les actions collectives se développent. Ils sont des parties prenantes aujourd'hui clés pour notre capitalisme numérique. Pourtant, les processus démocratiques leur donnent rarement la parole. Que dire également des entités non humaines, des animaux, des forêts, des littoraux, des bactéries, de Gaïa, des outils d'une intelligence de plus en plus générative et autonome? Comment les associer à un nouveau contrat social? Comment leur donner une voix à la fois dans les processus démocratiques de nos entreprises et ceux de nos États? La crise écologique majeure traversée aujourd'hui par toutes les sociétés du monde rend ces questions très urgentes. Plus généralement, comment repenser démocratie représentative et participative à l'heure où les citoyennetés n'ont plus de lieu d'où s'exprimer? La démocratie a pendant longtemps supposé des unités de lieu, de l'agora au conseil d'administration, au conseil de surveillance en passant par l'Assemblée générale. Dans un monde aux spatio-temporalités éclatées, la téléprésence est une solution tentante. De loin, tous et toutes peuvent participer au processus démocratique réduit à une conversation distante de l'activité de travail. Demain, des clones numériques permettront peut-être de démultiplier les participations aux instances démocratiques. Des enregistrements permettront ensuite au manager de se tenir au courant des décisions de son clone mandataire. Pour gérer sa vie sentimentale, chacun pourra également envoyer en rendez-vous son clone numérique, puis visionner les discussions avec un prétendant, une prétendante ou leur clone numérique. Un tel scénario, peut-être pas si lointain, soulèvera bien sûr de nombreuses questions, notamment pour attribuer les responsabilités à de mauvaises décisions ou de mauvaises actions et définir l'horizon temporel des attributions. Les pratiques de mandat, de délégation, de mise en confiance sont bien sûr radicalement questionnées par ces transformations. Les relations entre principal et agent perdent en visibilité et en pertinence. Consommateur et producteur, manager et managé, mandataire et mandaté entrent dans des relations fortement réversibles. Les logiques de crowdfunding, de monnaie numérique, de blockchain, ou encore le caractère instantané des marchés financiers bouleversent totalement les pratiques de trust institutionnalisées du XVIIIe et XXe siècle. Dès les années 20, le philosophe John Dewey s'était interrogé sur les modalités de renouvellement de la démocratie américaine. En lien avec sa posture pragmatiste, il avait alors lié le processus démocratique à l'enquête et aux communautés d'enquête. Pour Dewey, la démocratie est un mode de vie, une expérience. Tout sauf quelque chose imposé de l'extérieur. Expérimentation permanente, elle est l'affaire de tous. De l'éducation à la production, la démocratie deweyenne est un processus collectif de co-problématisation et de co-développement de solutions provisoires. Toute activité collective fait vivre potentiellement un processus démocratique. Il s'agit alors d'ouvrir en permanence le fil de l'enquête, la résolution des difficultés identifiées communément à de nouvelles personnes, de nouveaux thèmes, de nouvelles techniques
susceptibles de résoudre provisoirement les problèmes rencontrés. Chacun doit être prêt à être engagé dans un processus d'enquête, n'importe quand et n'importe où. Chacun doit être éduqué à cela par sa famille, par l'école et par l'espace public lui-même. La démocratie est en jeu précisément dans le processus d'ouverture et son maintien. Elle est présente ou absente dans cette publicité au cœur de la démocratie et de ses espaces-temps concrets. Le pragmatisme suppose ainsi une vision différente du droit, ou du moins une relation différente au droit, et à sa tendance à essentialiser des entités juridiques et à les fermer. La communauté doit alimenter une intelligence organisée, disposant d'une capacité locale à catégoriser et identifier les entités productives avec le plus de fluidité possible. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la tragédie athénienne avait une place toute particulière dans la sensibilisation à ce mouvement permanent. Pendant 3 jours, des pièces, jouées uniquement par des hommes, étaient montées et interprétées devant le peuple avant de sélectionner la meilleure d'entre elles. Ces tragédies étaient l'occasion de présenter à la cité un miroir étonnant sur ses activités et surtout l'exploration continue et dramatisée des conséquences de ces activités. La tragédie était un moment autant éducatif que démocratique et joueur. La pratique a ensuite disparu avant de réapparaître sous une forme très différente, notamment avec les Romains. Peut-être faut-il réexplorer cet inachevé, ce potentiel d'inspiration, ce germe. Au-delà du droit, d'une transformation de l'entreprise et de ses modes de management, d'une réforme des institutions démocratiques, il faut reconnecter les citoyens à l'espace public. Il faut entreprendre ensemble pour rétablir cette auto-révélation profonde, ce miroir des activités collectives et de leurs conséquences. Et de toute évidence, les réseaux sociaux sont loin d'être ce moment spéculatif. À la différence du monde libéral décrit par Foucault, le renouvellement démocratique ne suppose pas tant pour l'individu de devenir un entrepreneur de lui-même en étant à lui-même son propre capital, étant pour lui-même son propre producteur, étant pour lui-même la source de ses revenus, que de donner et redonner une expérimentabilité à toute l'expérience de la vie. Les possibilités de s'individuer, de devenir un sujet multiple agissant, doivent elles-mêmes être une expérience ouverte, bien au-delà du libéralisme entrepreneurial. À des sujets entreprenants se substituent des acteurs co-expérimentants et coagissant sur le monde, partageant leurs sentiments sur tout ce qui vient en retour de leurs activités. La possibilité d'agir pour les individus doit alors être indissociable de la capacité du collectif à être agissant. Dans le monde contemporain de plus en plus éclaté, désolidarisé, intégré, quel paradoxe, et en crise permanente, la reconception simultanée des modes de démocratie de l'entreprise et de l'État s'impose plus que jamais. Toucher aux institutions les plus centrales est toujours un vertige. Pourtant, le moment est sans doute venu d'explorer le libéralisme radical appelé de ses voeux par John Dewey. Tout l'enjeu sera de le faire sans perdre les acquis de la représentation démocratique et sans négliger le recours à des formes d'expertise et même à une certaine élite plus circulante. Il est temps de faire déborder le forum sur toute la cité et même sur toutes les expériences du monde. Il est grand temps de quitter les hauteurs de la colline du Pnyx. Et dans ce grand chantier pour leur balbutiant, les modes d'organisation et de gouvernement du travail et de nos modes de vie ne doivent pas être oubliés. Merci pour votre attention.